et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! D'habitude, Laurent, c'est toi qui fais le en direct de je sais pas trop où. Donc là, c'est moi qui prends la parole parce que ce podcast-là est spécial. Je veux le dédier à mon beau-père Mario qui est décédé il y a à peu près 2 semaines. Pourquoi? Ben, lui, c'était pas un grand fan de boxe, mais il était fier que je fasse un podcast. Puis il était un grand fan, non pas de Kim Clavel, mais de Kim Clavette. Je sais pas si tu connais cette boxeuse-là, Kim Clavette, mais en tout cas, mon beau-père, il l'aimait beaucoup. Donc, salut Mario. Mais pourquoi ton beau-père, il prononçait mal son nom? Oui, oui, pour lui, c'était Kim Clavette. Ah, mais moi, mon grand-père, il appelait Sakou Koivu, Sakou Korivu, là, puis je l'ai jamais dit en 17 ans à Montréal. Sakou Korivo? Ouais, je le laissais aller, genre, je me... Pas là pour s'obstiner avec les adultes. D'ailleurs, parlons Kim Clavel, je sais que tu t'aimes pas ça quand je fais ça, puis toi, c'est tout le temps, tu vérifies toutes tes choses, mais moi, sans même en avoir parlé à Marie-Ève, je tombe dans l'illégalité. La machine à rumeurs? Non, moi, je ne donne pas de rumeur, je donne un scoop. Moi, j'ai marqué la machine à rumeurs parce que je ne savais pas avec quoi tu allais m'arriver. Alors, tu me dis, je sais que tu vas être mal à l'aise, probablement que Marie-Ève va quitter l'écran, mais selon ce que j'ai entendu, MVP Promotion et Jake Paul vont s'associer à Groupe Yvon Michel parce qu'ils ont besoin d'une licence pour travailler au Canada. Fin septembre, au Centre Vidéotron, avec Kim Clavel en grande finale, Tamara Thibault en demi, une tonne de ceintures en jeu, Jake Paul qui va venir faire la promotion, et ça sera encore plus gros, là, mais là, moi, c'est juste ça que je sais. Ben, la machine à rumeurs, elle circule. Centre Vidéotron. Il y a déjà ces rumeurs-là qui circulent, puis la rumeur que Kim Clavel signe chez MVP aussi. Maintenant, est-ce que tout ça va être confirmé sous peu ou pas? Je ne le sais pas. Mais ce que tu me dis, Laurent, je comprends que tu as fait des téléphones, puis tu as chatté des contacts, right? Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que c'est des rumeurs, puis que ça me vient des États-Unis principalement, ces rumeurs-là, un petit peu de l'Ontario. Puis quand je dis l'Ontario, je ne veux pas dire Amanda Galley qui est déjà chez MVP. C'est d'autres gens en Ontario qui avaient cette information-là aussi. Mais toi, là, tu dis que c'est pas une rumeur, là? Tu es pas mal sûr de ta shot? Ouais, ça confirme ce que j'avais entendu. Fin septembre au Centre Vidéotron. Et vous avez les 2 noms. Là, j'essayais de voir, parce que je sais qu'il y a d'autres Québécoises qui potentiellement, une autre Québécoise qui pourrait signer. Moi, je te parle en partant de Amanda Galley aussi, parce que c'est une Canadienne qui est chez MVP. Donc, s'il y a un show au Canada, je présume, sans avoir parlé au clan Galley, comme je te disais, qu'elle serait sur une carte avec Kim et Tamara. Ça serait la logique. Mais là, on parle comme si Kim était signée. Attendez-vous peut-être ou peut-être pas. Moi, je pense que, je veux dire, je ne sais pas si Kim... je ne sais pas quand Kim va être signée, mais moi, aux 15 minutes, je regarde si je n'ai pas reçu un communiqué de presse. Les petits posters d'MVP sur Instagram, là. Ouais. Mais parce qu'il arrive, là, Marie, je ne sais pas si tu veux... j'aimerais commenter la nouvelle, OK? C'est que ça va devenir... Et là, écoutez, là, est-ce que j'ai droit à un éditorial de 1 minute?
Je lance ma nouvelle chronique éditoriale. Donc, pour un promoteur de boxe, à moins d'être Eddie Hearn, puis d'avoir les coudées très franches, là, ça va devenir très difficile de faire de la promotion de boxe si tu n'es pas avec Jake Paul d'un côté ou Dimitri Salita de l'autre, parce qu'ils sont littéralement en train de passer la gratte. Tu parles de boxe féminine, toi, là. Oui, en boxe féminine. Pour vous donner un exemple, là, je vais avec mes exemples à moi, après je te prête la parole. Tamara Thibault qui veut devenir championne du monde. Ils ont signé Desley Robinson qui a 2 des 4 ceintures. Kim Clavel, admettons qu'elle voudrait une revanche avec Jessica Neri-Plata ou qu'elle aurait un titre intérimaire pour Plata. Hey, elle vient de signer avec MVP Promotion. Là, ils vont tellement engager, ils ont tellement engagé de gens, ils contrôlent tellement de ceintures que pour un promoteur, disons indépendant comme Yvon Michel, qui reste une fille et demie dans son de signer, il va falloir que tu fasses des téléphones. C'est des amis. Lui, là, c'est un ami, Dimitri Salita, puis Jake Paul, ben, il a une licence, Paul en a peut-être besoin s'il veut venir à Montréal. Donc, ça va prendre des ententes stratégiques, des bons jeux de coulisses de pouvoir pour obtenir ce que tu veux pour une boxeuse, exemple comme Kim Clavel. On va en reparler tantôt, là, Laurent, de Jake Paul, mais oui, effectivement, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Il est en train de faire... on en reparlera tantôt, mais moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se préparer des tournois entre catégories, un peu comme on a déjà vu, là, Usyk contre Mairis Bridis, puis ce genre de tournoi-là qu'il y avait, les Super Six, puis tout ça. Je pense que ça s'en vient tranquillement, mais sûrement, même si ce n'est pas pour cette année. On en reparlera un petit peu plus tard de Jake Paul. J'ai créé la chronique de Jake Paul. Moi. Toi, tu as créé l'éditorial. Moi, j'ai créé la chronique de Jake Paul parce qu'on n'aura pas le choix d'en parler à tous les podcasts. Il va, la plupart des, je ne dis pas toutes les meilleures, c'est pas vrai, mais beaucoup des meilleurs sont signés là. Puis ils font des galas, tous les 2-3 galas par mois. Est-ce que je peux te dire qu'est-ce que j'ai entendu? Il y a des rumeurs que Jake Paul offrirait, il offrirait un combat revanche, mais il a perdu, là. Il obtiendrait un combat revanche contre Tommy Fury, qui est le petit cousin à Tyson. Et la demi-finale, ce que je lis, là, parce que là, j'ai fait mes recherches avant de venir, beaucoup de rumeurs qui nous pointent un Cathy Taylor contre Alicia Baumgartner avant la fin de l'année. J'ai pensé à toi. Je peux-tu vomir? Non, t'as pas le droit. OK, je vomis pas, je regardais ça pour plus tard. Ça me tente pas de voir ce combat-là, mais c'est pas grave. On en reparlera tantôt. OK? C'était l'introduction. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de nos girls, parce que là, on a parlé de Kim pour commencer, mais il y a tellement de choses qui se sont passées et qui vont se passer au Canada, là. Ben, pour les boxeuses canadiennes, on a une liste de patentes. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne, il y a un mois à peu près, Leila Baudouin contre Ilem Mekaled, puis qu'on parle aussi de Caro Vert contre Licia Boudersa. 2 combats de très haut niveau qu'on a eu back-à-back pour nos filles. Nos 2 filles ont gagné. Quand je dis nos 2 filles, je parle des Canadiennes. Parce que, excusez-moi les Français qui nous écoutent, je suis quand même québécoise, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu veux dire que tu es en train de dire, tu t'assures qu'on garde la paternité de Caroline Vert au Québec? Non, mais c'est juste que quand je dis nos filles ont gagné, je suis juste j'entends nos Canadiennes. OK, tu t'adresses à la francophonie tellement qu'on a... Mais comme mon podcast est rendu très francophone, dans le fond, c'était francophone contre francophone, donc je ne devrais pas me stresser avec ça parce que c'était... Nos filles ont eu des gros combats, on va dire ça comme ça. On commence par Leila. J'aimerais ça que tu me donnes ton impression sur ce combat extraordinaire de Leila Baudouin face à Ilem Mekaled. Ben, pour vrai, le pire, c'est à quel point c'est extraordinaire, je vais te le dire, c'est que je regardais à travers les combats féminins que j'ai vus dans ma vie, puis les grands combats. Tu sais, on a vu Kim contre Neri Plata, Kim contre Bermudez, Marie Spencer, les fois qu'elle a eu des combats de championnat du monde contre Herman. On a eu du très haut niveau. Ce combat-là était du très haut niveau. Mais c'est sa première fois qu'on peut dire que notre boxeuse, dans un combat qui est un 50-50 sur papier, a survolé le ring. Léla, c'était une performance parfaite. Elle avait comme... J'ai trouvé qu'elle avait de la hargne, mais ça ne l'a pas empêché d'être la meilleure boxeuse dans le ring. Techniquement aussi, le contrôle de la distance, les déplacements, sortir d'un angle, poivrer à 2 mains. Quand
quand son adversaire voulait essayer de faire quelque chose ou de virer le momentum, Léla la punissait en disant non, non, je le vois ce que tu fais, le momentum, il est encore à moi, là, bang! Puis en plus de finir ça avec le grand chelem, le coup de circuit, aller knocker une fille qui n'a pas été knockée par l'élite, qui, à son avant-dernier combat, faisait un des 3 juges, donnait une nulle contre Chantel Cameron. Léla Baudouin, c'est pour moi une des plus grandes performances là, je dis d'un boxeur québécois parce que je ne fais même plus de distinction. Dans l'histoire de la boxe au Québec, c'est une des très grandes performances sur la scène internationale. Le clan Baudouin, c'est clairement préparé minutieusement, Laurent. Tu l'as bien expliqué. Quand Hélène tentait une attaque, Léla savait exactement comment contrer l'attaque puis attaquer de son bord de la bonne manière pour faire mal. Tu sais, c'est pas juste qu'il y a eu un knockout. Il y a quand même eu plusieurs knockdowns aussi. C'était vraiment impressionnant de voir la façon dont elle répondait aux attaques d'Hélène Mécalette. J'ai trouvé ça brillant. Comment ça s'est construit, ce TKO-là, de bout en bout. Ce qui est agréable aussi, c'est que c'est chez elle, devant une foule qui était là pour l'avoir aussi. Il n'y a jamais eu de manque de respect entre les deux filles, du début à la fin et même après. Maintenant, je pense qu'on a pas mal tout dit. Il y aurait plein d'autres choses à dire, c'est pas vrai, mais je pense que l'essentiel est dit. Maintenant, là, il reste à dire, parce que il y a comme des histoires que Hélène Mécalette a le choix de faire une revanche chez elle. Là. Est-ce que dans le cas... Ça, c'est souvent, je trouve ça, mais je vais dire, je trouve ça un peu épais. Genre, quand tu gagnes par KO, il devrait avoir une clause qui saute où tu n'es pas obligé de donner une revanche. Là. Sinon, je comprends que ça dénoue des impasses et que ça nous offre des combats qui sont difficiles à avoir. Mais à partir du moment que tu gagnes par KO, laisse-moi aller faire mon chemin contre les meilleurs en haut. Puis au pire, je te devrais un combat, mais pas... automatiquement, un combat revanche, je ne suis pas vraiment d'accord. Ben moi, les revanches, je ne suis jamais chaude à l'idée, à part quand c'était un combat très serré ou un split ou vraiment des combats serrés ou quand il y a de la controverse ou quand quelqu'un perd son titre, mettons. OK? Ça, je suis quand même plus ouverte. Ici, moi, si j'étais Hélène Mécalette, je me mets dans la peau d'Hélène Mécalette et non pas dans celle de Léla, ben, j'irai pas en combat revanche. Pourquoi? Parce que, d'une part, elle s'est vraiment fait dominer dans ce combat-là et il y a du travail à aller faire. Puis il va falloir regarder comment ça se fait que ça s'est passé. Ça prend du temps revenir de ça. Si on ne veut pas que ça soit, on ne veut pas répéter la même histoire, il faut changer des choses. Probablement que ce qui est arrivé, c'est que l'équipe de Sam Décary et compagnie autour de Léla, eux, ils ont très bien regardé tous les derniers combats d'Hélène Mécalette. Ils en ont probablement trouvé beaucoup. Mais Marie, ils ont trouvé des cohérences. Je suis zéro d'accord avec toi parce qu'un boxeur qui est défait, j'imagine que dans sa tête ou dans son entourage, ils vont cibler une erreur, ils vont cibler une situation. Exemple, est-ce qu'elle était malade une semaine avant le combat? Est-ce qu'elle a eu une blessure à l'entraînement? Moi, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. C'est peut-être moi qui exagère, mais ça n'arrive pas des boxeurs qui perdent, qui font comme « Oh, on s'est vraiment fait déclasser, on ne peut pas retourner là. » Dans ma tête, comme David Lemieux, il perd contre Golovkin, le lendemain, il veut y retourner. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont toujours prêts droit devant, puis ils se disent mauvaise soirée au bureau, c'est tout. Eux sont prêts, mais est-ce la bonne chose à faire? Moi, c'est ce que je pense. Si j'étais Hélène Mécalette, je prendrais 2 pas de recul plutôt qu'un et j'irais retravailler des choses avant de soit demander une revanche ou de continuer puis d'aller chercher d'autres pointures. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, Hélène croit en ses chances, puis elle a ses chances. Comme n'importe quel athlète, ça peut être une mauvaise soirée au bureau aussi. Mais quand même, c'était vraiment très bien exécuté, selon moi. Quand on le regarde, c'est très bien exécuté. Puis l'exécution fait que moi, je me poserais des questions. Mon équipe devrait se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce qu'on peut rattraper ça d'ici fin 2024? 2025? Léla, c'était grandiose, sa performance. Moi, je mets ça au même niveau que, tu sais, quand Kevin Bizier est allé se battre en Floride pour un aspirant numéro 1.
Il y a eu des histoires comme ça en boxe à l'international où tout était parfait. Là. Quelle performance! C'était sans faille. Absolument. Qu'est-ce que tu as pensé de Caroline à cette heure? Parfait, c'était parfait ça aussi. Puis Caroline, c'est aussi spectaculaire, mais j'ai aimé Caroline, c'est qu'on a tout vu en 4 ans à peu près avec elle. Tu sais. Elle est arrivée comme pris dans son style amateur. Ouais. Elle s'est entraînée avec Daniel Bouchard. Après, il y a eu Kei Koroma. Après, y a-t-il quelqu'un d'autre entre Koroma et Sam ou c'est directement. Il y avait Flick et Kei Koroma qui étaient ensemble. Mais après ça, elle est venue avec Sam, mais en dépannage. Au début, c'était du dépannage. Mais on dirait que. Puis là, il y a eu la défaite, je pense, au Colorado. Puis un peu comme Léla avait eu la défaite au Mexique. Et on dirait, dans le cas des 2 boxeuses, il y a 2 points en commun. Défaite, rencontre de Sam Décary et reconstruction complète en 18 mois. Tu sais, la vie est belle. Je vais te dire une chose, il va falloir quelqu'un, je sais qu'on est humble, mais que Sam est humble, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un écrive que Samuel Descaries-Drolet est un génie, là, avec ce qu'il a fait avec Léla et Caroline Vert, c'est incroyable. Clairement, Sam est un bon pédagogue. Sam est gentil. Moi, l'autre fois, j'appelle Sam, j'ai dit « Sam, t'es un génie ». Il me répond il y a eu des très bons entraîneurs qui ont travaillé avec elle. J'ai simplement fait une parcelle de différence. Il a raison. Il ne voulait pas du tout prendre le crédit. Moi, je dis prends le crédit pendant qu'il passe. C'était le nouveau Marc Ramsey, puis je criais dans le téléphone, puis il n'a jamais voulu admettre ça. Mais il n'y a pas tort, on est l'ensemble de nos expériences, mais toutes les expériences de ces 2 filles-là ont mené vers un Sam Décary. Les 2 filles sont partenaires d'entraînement aussi. Donc, c'est probablement. Il y a une forme d'entraide ici. Les 2 avaient un but à peu près à 1 mois d'intervalle qui était. Donc, tous les 2 à un combat d'être en championnat du monde. Oui, et maintenant, Caroline, en battant Alicia Boudersa, c'était pas élégant. Hein? Moi, je n'ai pas donné beaucoup de rondes à Alicia Boudersa. Je lui ai donné le premier round, puis c'était un round serré. Mais Caroline, elle a l'air de frapper fort, elle a l'air de frapper pour faire mal. Genre, elle est allée chercher le petit snap dans ses coups qui manquaient. Puis aussi, les angles sont absolument impeccables. Le volume est au bon moment. Elle ne recule plus en ligne droite. Elle bouge la tête. C'est tous ces petits détails dont on critiquait ça, Laurent, là, au début. Puis, il y a des gens dans son entourage aussi qui le voyaient. Mais là, c'est vraiment changé. Ça fait 2 combats de suite que Caroline... Elle fait du tort, disons que ça doit faire mal au visage le lendemain pour les adversaires. Son promoteur a l'air d'avoir les ressources pour amener les adversaires qui font du sens dans des galas qui sont quand même médiatisés. Son promoteur croit en elle, déjà en partant. Il croit en elle assez pour la mettre sur 2 zones, sur les cartes principales, assez pour investir sur des adversaires aussi, faire venir des filles d'autres endroits, des filles qui servent à quelque chose. Parce que c'est bien beau de dire on monte une fiche, mais si ton adversaire ne te sert à rien, sauf faire des rounds faciles, tu n'apprends rien. Tu ne progresses pas. Elle, on a vu, ça fait 3 adversaires de suite, là, Gabriela Bouvier, Carmen Vargas, puis maintenant, Alicia Boudersa, qu'on lui amène des défis en gradation, puis c'est A1 tout le long. Ces 3 derniers combats-là sont impeccables. Maintenant, elle a gagné le titre WBC Silver et est devenue aspirante obligatoire de Tiara Brown. Maintenant, OK, tu sais que ça peut être long avant d'ordonner un combat, mais ça peut aussi être rapide. Ça dépend des contacts qu'on a. Ça dépend, le promoteur, c'est quoi ses relations avec la WBC. Ça dépend de plusieurs choses. Moi, je pense qu'on pourrait voir Caroline en championnat du monde d'ici 6 mois, honnêtement. Pourquoi? Parce que Tiara Brown a donc braillé quand elle était mandatoire de Sky, de ne pas avoir sa chance aussitôt qu'elle était devenue mandatoire, puis qu'elle avait peur de personne et tout ça. Ça serait un peu ridicule d'étirer la sauce après avoir fait tout un plat face à Sky Nicholson. Je pense qu'elle va vouloir donner à Caro ce qu'on a peut-être hésité à lui donner.
Puis si ce n'est pas le cas, ben moi, je vais me poser des questions. Je vais me dire, c'est facile de parler quand on est mandatoire, mais quand on est champion, tout d'un coup, on veut choisir. T'sais. Il va falloir surveiller ça de près. Moi, je pense que c'est tout un combat, ça, Tiara Brown contre Caroline. Et ça pourrait être organisé autant chez Overtime que chez Salita Promotion. Les deux ont un deal avec DAZN en plus. Donc, on va être capable, nous, au Québec, de voir ce combat-là. C'est ça qui va être intéressant. Donc, il va falloir suivre ça de près. Comme si Marie-Ève Albert n'était pas capable de trouver les combats. Ben, moi, je peux les trouver, mais j'aime mieux les regarder légalement. Envoyez à GRC chez vous. Moi, je les regarde légalement. Donc, chapeau à Caroline Vert qui a fait... C'était pas un combat qui était si élégant que ça. Il y avait beaucoup d'accrochage quand même. Mais je trouve qu'elle s'est bien adaptée malgré l'accrochage. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que le coin a été très actif pour... Tu sais, moi, je dis tout le temps, un combat de boxe, tu es tout le temps dans le moment présent, sauf quand tu es dans le coin. Quand tu t'assois pour ta minute de repos, là, tu es dans la projection. C'est le seul moment où tu es dans la projection. Donc, c'est important que ton coin soit actif, qu'il ne soit pas passif. Et ici, je trouve que Samuel Décarie, entre autres, était parfait aussi. Il est clair, il ne s'énerve pas, il est précis, il fait du renforcement positif avant d'amener un point amélioré. Tout ça en 1 minute. Il est génial. Marie, peux-tu clipper ça là, pour ma prochaine phrase? Je vois ça que tu as clip pour Instagram. Oui, vas-y. Samuel Décarie est un homme et un entraîneur parfait. C'est tout. Parfait. Il est parfait, cet homme-là. Moi, ma mère, j'ai déjà présenté Sam à ma mère à un lancement de livre de Jules Falardeau. Je me suis reviré à parler à Sam, puis elle ne me parlait plus. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Elle voulait-tu prendre Sam comme fils adoptif, puis te flusher? J'ai failli devenir Laurent de Décarie de Relais, puis lui, Samuel Poulain. Ça a passé très proche cette soirée-là. Est-ce que notre chronique locale est terminée? Parce que j'avais encore envie de me fâcher. On a encore une chronique. On a encore quelques trucs en chronique locale. Tu me diras avant de changer à l'inter, si on n'en a pas parlé, je vais me fâcher tantôt. Je vais te parler de Sam. Première pratiquement partout. Ben, c'est ça. Et quel combat étrange, parce que d'un, c'était une performance tellement parfaite de Tamara Thibault. Moi, je capotais, mais ça m'a fait rire parce que, tu sais, il y a du monde à ma job qui me disait « Hey, Laurent, Tamara Thibault, elle se bat à soir, comment elle affronte qui? » Puis là, tu sais, j'expliquais qu'elle affrontait une fille qui était 2 fois aspirante numéro 1 à 160, 2 fois aspirante numéro 1 à 168. Là, gauchère, grande, comme elle. Ouais, et puis, tu sais, quand tu parles des carrières qui sont bien construites, genre, c'était l'adversaire parfait, même si c'était seulement le 3e combat. C'était une fille de 6-0-1 qui était plus jeune que Thibault, qui avait ses classements. Genre, quelle candidate parfaite pour être victimisée par Tamara puis prendre les classements? Sauf que je ne m'attendais pas, puis là, je vais te le dire, je ne m'attendais pas à ce que Tam, à son 3e combat, quand on pense qu'elle vient des amateurs, puis que, tu sais, on parle souvent de passer chez les professionnels parce qu'il y a un changement. Comprendre la transition. Là. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi parfaite que ça. C'était une vraie professionnelle. Là. Jab, main arrière, contrôle de distance, jab qui fait mal, main arrière après, tu sais, elle doublait son jab. C'était comme parfait, là. C'était comme la transition est faite, là. Je suis une professionnelle. Elle aussi a tout un coin. Son coach, je l'ai trouvé pas pire. Je me rappelle plus son nom, mais il est vraiment pas pire. Son coach s'appelle... Comment il s'appelle? Pas Purge. Pierce. C'est le coach de Dalton Smith qui a battu Mathieu Germain. D'ailleurs, il était dans son coin aussi. Il était dans son coin, Dalton Smith. Puis là, le nom ne me revient pas, là, mais au complet, mais c'est un coach qui a travaillé avec les meilleurs boxeurs au monde. Là. C'est tout un coach qu'elle a dans son coin. Quand tu as Pierce, tu as Dalton Smith dans ton coin, puis Samuel Décarie de Relais comme Cotman. Sam, tu es en voiture aussi. C'est un bon coin. T'sais, quand je dis l'importance de bien choisir son coin, j'ai trouvé son coin très organisé aussi, très pédagogique, très calme. J'ai adoré ça. C'est le genre de coin que moi, je trouve efficace. Chacun ses goûts. Il y en a qui aiment ça se faire crier dessus dans le coin. Hein? Rappelez-vous, Jelena Merjanovic, elle m'a raconté que son coach, il donnait des claques des fois. Dans le temps, son ancien coach. Fait que puis elle allait mettre, ça fonctionnait comme ça. Mais Marie, tu ne trouves pas que, tu sais, avant de
avant de faire un jugement sur ça, tu ne trouves pas que c'est du cas par cas, tu sais, chacun, C'est du cas par cas. chaque athlète a son style, tu sais, c'est comme, mettons, Martine Varabisson, elle aime compter des petits secrets dans l'oreille de son coach, caché derrière la caméra à TVA, tu sais, chacun ses affaires. Chacun a son style, effectivement, mais il y a des coins parfois qu'on voit qui sont désynchronisés avec ce que l'athlète a besoin. Tu sais, parfois, là, il y a des drôles de matchs qui fonctionnent. Exact. Il y a des coins qui vont te dire que tu as besoin d'un KO quand tu mènes par 4 points. Il y en a d'autres qui vont te dire que tu mènes au combat. Tantôt, on en reparlera du coin de Cyrano, entre autres. Oui, c'est pour ça que j'ai fait cette bonne blague-là. Mais la boxe, mais oui, Marie, je m'éparpille, là, mais je suis de bonne humeur. Question, je vais te poser une question piège. Non, pas une question piège, je vais te poser une question dont on connaît déjà la réponse. Tu sais, les fameuses questions comme les Canadiens de Montréal avec la réponse dedans. Marie, je regarde des classements, je regarde toutes les filles qu'on a. Est-ce qu'on vit la plus belle époque pour la boxe féminine québécoise professionnelle de l'histoire? Oui. Et on en a du monde, là. Tu sais, si tu y penses, Vanessa a été championne du monde, Marie est championne du monde, Marie-Pierre Roule s'en va en combat. Marie-Pierre Roule s'en va dans un combat. Vanessa s'en va dans un combat. Léla, ce que je viens de dire, Léla, puis l'autre sont à un combat. Même Tam est à un combat. Fait que t'en as comme 3 de suite qui sont à... T'en as 3 qui sont à un combat. Hey, j'espère juste que ça va se refléter sur une relève. Parce que c'est là que j'ai des doutes. Je ne suis pas certain qu'il y a tant de relèves que ça qui veut aller chez les pros. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'ils veulent passer par un parcours amateur, olympique ou peu importe. Mais la relève qui va switcher des amateurs à pros à un moment donné, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Celles qui sont là présentement sont dans la trentaine, la plupart. Tam est en fin vingtaine. Non, mais la petite sœur, là, la petite sœur, les 2 frères et sœurs, là, Keoma, Ali, Akmadi, puis sa petite sœur. Va-t-elle passer pro un jour? Non, mais elle est très bonne. Hein? Tu sais, qu'elle fasse son cycle olympique, là, comme elle veut. C'est ça aussi le rêve olympique. Puis moi, je suis pour la boxe olympique parce que ça amène tellement autre chose après. Mais il faut qu'après le cycle olympique, il se passe quelque chose d'autre. Puis parfois, ça ne se passe pas chez les femmes. Mettons que c'est plus compliqué. Les sacrifices chez les femmes, souvent l'horloge biologique, la carrière. On n'est pas obligé de passer pro après la boxe olympique. Là. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, sauf que ça va prendre une relève pro aussi. Parce que sinon, cet âge d'or-là des pros va peut-être... Sinon, là, on prendra notre argent personnel et on investira dans Boxe Québec. Je t'ai mis un sujet en bas. Tu me parlais d'MPH qui s'en va au championnat du monde 12 septembre contre Stéphanie Pinheiro, Aquino, une portoricaine, qui est quand même intéressante. Je l'aime bien. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est toi l'experte, puis j'avais une question pour ça. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble beaucoup à un combat 50-50? Oui, absolument. C'est un combat 50-50. Je vais te dire pourquoi. Marie-Pierre a beaucoup plus d'expérience, premièrement, chez les pros et surtout dans les gros combats que notre amie Stéphanie Pinheiro. Cela étant dit, Stéphanie Pinheiro a plus d'expérience globale parce qu'elle a eu une grosse carrière amateur. Puis elle a affronté des bonnes filles. Elle a essayé de faire un cycle olympique. Ça ne s'est pas bien passé dernièrement. Elle est tombée malade. Ça l'a empêchée d'aller aux Olympiques. Bref, de se qualifier pour les Olympiques. Elle n'a même pas perdu un round chez les pros encore. Non, c'est ça. C'est une fille qui est quand même forte, mais elle n'a pas eu tant d'adversité. Sa meilleure adversaire, ça a été Diana Tapia, qu'on connaît un peu, parce que cette fille-là a affronté beaucoup de Canadiennes. Elle était signée chez Trey Lion pendant un bout. C'était sur une carte de Matchroom l'année passée, si je ne me trompe pas. Et là où c'est intéressant, c'est que Stéphanie, comme elle fait des allers-retours entre les pros et les amateurs, des fois, on le voit dans sa boxe. On voit que tout d'un coup, elle n'est pas dans son style pro, elle est dans son style amateur, puis il faut qu'elle revienne. Puis ça, c'est quelque chose elle est encore active chez les amateurs? Oui, elle était encore active. C'est pour ça qu'elle ne boxe pas si souvent que ça chez les pros. C'est vraiment, elle a été signée par Matchroom pendant un bout, mais je pense qu'elle a juste fait un combat avec eux autres, là, pour te dire, parce qu'elle a essayé de se qualifier pour Paris l'année passée. Ça ne s'est pas bien passé. Bref, là, elle est revenue chez les pros. Est-ce que son style va ressembler à un style pro ou ça va être un style en ligne droite? C'est pas une fille qui a beaucoup de puissance. Marie-Pierre a plus de puissance que Stéphanie Pinheiro. Par contre, c'est une fille qui a beaucoup de technique. Est-ce qu'elle est rapide? Pas tant.
C'est pas une fille qui est tant rapide, mais elle a un bon jeu de pied, elle bouge bien quand même. Marie, c'est en quel pays, ça, que le combat a lieu? Ça va être à Porto Rico. Est-ce que, ben là, je veux pas te prendre les culottes à terre, mais est-ce que tu as vu assez de galas pro là-bas pour dire que c'est difficile d'aller gagner là-bas? Ou... C'est sûr que c'est un risque. Il va falloir que Marie-Pierre elle soit percutante parce que non seulement c'est à Porto Rico, dans la ville de Stéphanie, donc la foule va être de son bord. C'est pas juste dire dans son pays, mais dans sa ville. Donc c'est un peu comme si quand Vanessa se boit à Gatineau, là. Ça, c'est le principe. Là. Mais la WBA d'habitude insiste pour que les juges soient relativement neutres. Donc, je ne sais pas si ça va être le cas, mais on devrait avoir au moins deux juges qui ne sont pas portoricains, je dirais. Ouais. Peut-être un juge américain, puis un juge peut-être du Panama ou quelque chose comme ça. Mais la WBA, d'habitude, il insiste beaucoup lorsqu'il y a des titres, même des titres mineurs comme une WBA internationale. Ils vont fortement suggérer les juges neutres. Ça n'arrive pas toujours. Cela dit. Mais ça pourrait aider. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été négocié du côté de Marie-Pierre. Ça peut se négocier, ça peut se demander dans les contrats d'avoir des juges neutres, au moins un juge neutre ou un juge de son propre pays ou peu importe. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas vérifié. Mais souvent, peut-être la WBA va le faire d'eux-mêmes aussi. Là. Il y a des coûts à ça. Donc, habituellement, c'est le promoteur qui paye pour ça, pour la différence. Parce qu'il faut que tu les fasses venir, tu payes les billets d'avion, c'est au frais de la promotion. Donc, ça dépend qu'est-ce qui est négocié, qu'est-ce qui est accepté. Mais ça va être un bon combat. J'espère qu'on va avoir une vraie diffusion de ce combat-là. Je n'ai pas encore de détails sur la diffusion. Mais je sais qu'Yves Lévesque va le filmer avec son iPhone, sinon. C'est mieux que rien, mais j'aimerais quand même qu'on ait un stream, là, même si c'est payant. Là. Ça serait vraiment intéressant d'au moins pouvoir prendre le combat complet. J'ose espérer qu'on va en avoir un. C'est quelque chose que je vais demander. On va poser des questions dans les prochaines semaines pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Je vais m'informer à Stéphanie directement. Peut-être que c'est plus rapide de savoir. Mais ça va être un très bon combat. Marie-Pierre, l'avantage, c'est gagne ce titre-là de WBA intérimaire des 147 livres. Donc, c'est un retour aux 147 livres. Vous comprenez que c'est pas du 140 livres. C'est du 147 livres. Ben, elle va se parquer juste en arrière de Lauren Price. Lauren Price qui est championne régulière WBA. Et Lauren Price est à un combat d'affronter Michaela Mayer pour Undisputed. Donc, après ça, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que soit il y a des titres qui deviennent vacants. Donc, si la championne WBA intérimaire a le titre, comme c'est arrivé à Mary Spencer, tu es élevée championne régulière. Ou si jamais il y a elle garde ses titres, je parle de Lauren Price ou Michaela Mayer, il peut avoir des défenses obligatoires ou tu es bien positionné pour une optionnelle ou une obligatoire. Puis rappelons-nous que Marie-Pierre Roule a passé un cheveu d'affronter Lauren Price. Ils ont déjà eu des contacts pour négocier un contrat l'année dernière. Ça ne s'est pas fait, mais c'était sur le point de se faire. Donc, c'est un bon move, mais il faut gagner maintenant. Puis il va falloir gagner de façon claire. Parce que, comme tu dis, c'est à Porto Rico, chez l'ennemi, dans sa ville. On ne sait pas le contexte. Puis boxer à l'extérieur, c'est toujours un risque. C'est toujours plus difficile. Il y a Usyk qui sait très bien quoi faire avec ça, mais ça reste que c'est compliqué. Usyk, c'est Usyk, puis les autres, c'est les autres. Voilà. Est-ce qu'on avait un autre sujet local, là, avant Oui, on en a. Jessica Camara, comment tu as trouvé sa performance face à Chantel Cameron? C'est correct, là, les juges, admettons. Moi, j'étais d'accord avec un 7-3 Cameron, là, mais ça n'enlève rien à la fougue, au caractère de Jessica Camara. Puis, de un, elle a donné tout un spectacle pour les gens qui étaient là, puis le monde qui ont écouté à la télévision. Elle a toujours essayé. Jessica Camara, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a affronté les meilleurs. Elle les a tous affrontés. Là. Elle a peur de personne, Jessica Camara. C'est un côté B, c'est un underdog, puis elle adore être dans cette position-là. Ouais. Parce qu'elle gagne. Elle gagne, elle est capable de gagner. C'est le grand luxe, là, Jessica Camara. C'est du gros gatekeeper, là, c'est ça. Maintenant, je lui souhaite d'être capable de peut-être repartir une séquence de victoires pour avoir une vraie dernière chance. De ne pas simplement être appelé par la télévision pour affronter des championnes unifiées. Puis
faire des 7-3. J'espère qu'on va... un promoteur qui dirait, mettons, il y a une fille qui est prenable, on va faire un chemin puis on va aller te chercher une ceinture. J'aimerais ça. Je trouve qu'elle mérite ça. Ben, c'est parce que Jessica Camara fait tous les efforts. Elle, c'est la fille qui se relève le plus vite en boxe. Tu sais, quand tu disais des fois se relever d'une défaite tantôt, là, elle, c'en est une qui a eu une moins bonne journée au travail face à Caroline Dubois début d'année, puis qui s'est présentée face à Cameron, puis qui a donné vraiment, quand on dit que les scores, moi aussi, j'avais 7-3 sur ma carte, là, mais il y avait des rounds très serrés quand même. Il allait du côté de Chantel, mais pas de beaucoup. Donc, il y avait des coups. Là. Chantel, elle se faisait atteindre. J'ai trouvé que Camara sait se relever. C'est une fille qui n'a pas peur des défis. Malheureusement, c'est une fille qui a déjà été aspirante obligatoire. Ben, elle n'a jamais eu le rôle d'aspirante obligatoire, donc elle arrive toujours un peu défavorisée sur des défenses optionnelles. C'est pas pareil être une défense obligatoire. Tu peux négocier mieux. Je vais encore me fâcher, là, mais si les juges ne jouent pas de tour, elle devient triple championne du monde contre Kali Reese. Eh oui. Mais ça, c'est le passé, puis on ne peut rien y faire. Ben, moi, j'aime ça, brasser le passé, puis rester plus là-dedans. Bon, il me reste un sujet canadien, mais on va considérer qu'il est international. Je te laisse aller avec ton sujet. Ah, j'imagine que tu veux parler d'Amanda Gale contre Evelyn Garuda. Ça, c'est pas Amanda Gale, c'est Sarah Bailey. Sarah Bailey, excuse. Oui. Moi, ce que je voulais me plaindre, là, c'est je voudrais encore m'en prendre à la régie pour être sûr qu'ils t'envoient un courriel pour te dire qu'ils veulent te rencontrer à Rimouski. Parce que moi, je suis juste co-animateur, puis que c'est Marie-Ève Albert qui endosse. Tout est de ma faute. Dans le fond, c'est elle qui endosse des propos pour la régie. Vraiment prendre à la régie qui a suspendu Marie Spencer 4 mois parce qu'elle s'est battue avec une main brisée. Tu sais, quand Luciane Boutet s'est battue contre Jean-Pascal, puis qu'il prend le micro après, puis il dit « Oh, j'étais moins bon que prévu. Je me suis cassé les côtes en entraînement. » Il n'y a pas personne qui est allé le mettre en prison. Genre. Là, je trouve qu'on a été rapide à attaquer Spencer, qui s'est battu avec une main brisée contre Ogledis Suarez. Mais j'étais fâché. Puis si on se rappelle, plus tôt l'année passée, il y a un promoteur puis une associée qui ont crié après un juge. Il y a eu des mots pas chics qui ont été dits à l'extérieur. Retournez voir les textes de cette époque-là. Des gens qui ont eu 8 mois, mais pas de suspension, 8 mois à part avoir le droit de se présenter dans les événements. Et là, on suspend Marie Spencer 4 mois de son métier de boxeuse. Je suis en colère. Du côté d'Eye of the Tiger, il y a des gens qui m'ont dit de toute façon, on la ramène en octobre. Mais j'aimerais ça savoir, tu penses à qui, toi, comme adversaire pour octobre? Là, maintenant que j'ai chialé, qu'est-ce qu'on fait avec Spencer en octobre? C'est compliqué parce que là, chez Jones vient de se battre. Emma Cousin s'en va mettre ses titres en jeu face à Cecilia Brækhus. Donc, il n'y a pas d'unification possible à court terme. Défense optionnelle? Défense optionnelle, parce que je ne sais même pas c'est qui sa mandatoire. Elle en a-tu une officiellement? On n'a pas entendu parler. Moi, j'irais vers un rematch avec Maness. Ça serait vraiment ça que je voudrais voir. Perso. Non, moi, j'appellerais. Moi, je ferais comme dans le temps de Marie-Ève Dicker. J'attendrais à 12 jours du combat. Puis j'appellerais quelqu'un à retraite. Tu sais, comme Michaela Lorraine à 51 ans ou là. Non, mais ça se faisait avant. Ça se fait en boxe féminine, genre, pour que ce serait drôle. Ben là, c'est une championne du monde. Je m'attends quand même à un adversaire qui a de l'allure. Là, parce que je vais être déçue si ce n'est pas le cas. Puis il n'y a pas beaucoup de filles dans cette catégorie. Qui est revenue. Hey, laisse faire. On verra. On va les laisser trouver un adversaire parce que j'ai des drôles d'idées. Non, mais tu sais, moi c'était juste de moi. Pourquoi pas Maness ou pourquoi pas Vidal? Elle est peut-être capable de faire 154 livres, Vidal. Je ne sais pas c'est quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'on va se tenir loin de Femke Hermann puis Naomi Maness. Oui, mais c'est ça, je pense pas non plus que ça va arriver. Mais c'est ça que j'aimerais voir. Juste sur la suspension, déjà en partant, c'est la job de la régie, des docteurs de la régie, de s'assurer que leur athlète est apte à se battre. Ils ont l'imputabilité, selon moi. C'est mon opinion. Peut-être que je me trompe, Laura, mais c'est eux qui ont l'imputabilité. Puis suspendre un athlète 4 mois pour une niaiserie de même, c'est aussi pire que suspendre quelqu'un pour dopage 6 mois en pensant que ces gens-là, ça leur fait un pli. Ça ne leur fait pas un pli parce que 4 mois dans la vie, c'est rien. Fait que suspendez-la juste pas pour une niaiserie du genre. Ça va rester.
sont-tu, je m'en disais Tarla, là, mais je retire mes mots, sont-tu bizarres à Régie? Hein? Non, mais tu sais, le champion du monde, ça se bat 2 fois par année à peu près. Mettons que ça se bat 2 fois par année, c'est 6 mois, tu sais. Pas juste ça, tu sais, juste nomme-moi un boxeur là, québécois. Après ça, je vais penser à ses défaites, puis je vais me rappeler qu'est-ce qu'il a dit après. Tu sais. Il y en a qui ont été blessés à l'entraînement, il y en a qui avaient le talon, le tendon de leur cheville brisé. On a tout entendu après les défaites. Là. Puis maintenant, on nous sort ça, genre, oh, suspension, n'était pas à 100%. Je dis, hey, vous allez en suspendre une méchante gang. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est battu à 100% dans sa vie. Hey, absolument. Je t'amène à ce sujet-là, on l'a effleuré tantôt. Quelle grande nouvelle cette semaine, mais toi, tu m'as écrit pour me dire, je suis un peu triste pour Kim Clavel. C'est ça que tu m'as dit. Mais oui, si tu y penses, Kim Clavel, dans la tête d'une majorité de personnes, méritait un meilleur sort contre Bermudez. Là, le combat fini, ça doit faire à peu près 3 ans de ça. Il aurait pu avoir un moment dans l'espace-temps où Kim obtient une revanche avant que Sarah obtienne ce combat-là. Tu sais, je dis, il y a 15 mois, il aurait pu affronter Kim. Là. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, puis je ne sais pas pourquoi, mais Kim, elle gagne son titre de championnat du monde contre Yenesia Gomez. On entend que Gomez a une revanche obligatoire dans ses affaires. Ça n'a jamais eu lieu. Elle perd par... C'était serré là, contre Jessica Neri-Plata, mais je trouve que c'est le combat peut-être qu'elle avait... C'est le combat où elle avait perdu comparativement à Bermudez. Pas de revanche, même si c'est ultra serré. Là, contre Bermudez, il mérite un meilleur sort. Pas capable de la ramener. Tu sais, je me demande des fois, là, si Kim était resté chez Eye of the Tiger, tu étais capable de repayer Neri-Plata puis Bermudez, mais ça, on ne le saura jamais. Mais dans les si, vu que tu es dans les si, moi aussi, j'ai un si à rajouter. Admettons que Kim signe avec MVP, OK? Il y a peut-être quelque chose de mieux que d'affronter Evelyne Bermudez. Il y a une fille qui s'appelle Yokasta Vaillé qui devrait être annoncée sous peu chez MVP aussi, qui est un money fight pour Kim. Fait, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est le combat que j'aimerais voir. Signé avec MVP. Ouais. Neri-Plata devrait affronter Loulou Juarez pour le titre WBC qui manque. OK? Donc, tu sais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis pourquoi D'où ton tournoi, on est en train de remplir les braquettes. Mon tournoi, tu sais, quand on y arrive. Donc, Sarah Bailey, triple unification, c'est-à-dire que tous les titres sauf le WBC vont être en jeu. Comprenez ici que c'est quand même plus gros qu'on pense. Parce que Sarah Bailey est chez un petit promoteur qui s'appelle United Promotion, qui lui a prêté sa licence à MVP dans le passé. Et le 20 septembre, quand la date est sortie, est arrivée à mes oreilles, à la base, ça devait être un événement United MVP avec la licence de United. Et moi, j'étais toute excitée de ça parce que je me disais, il va y avoir un événement au Canada de nouveau avec peut-être Tam et tout ça. Puis c'était le 20 septembre la date à Ottawa. Or, j'ai jasé avec Tyler, qui est le boss chez United, et il y a quelques semaines de ça déjà, avant même de savoir que c'était Evelyne Bermudez, puis il me dit, on a décidé d'aller par nous-mêmes. Pas d'MVP là-dedans. Alors, c'est là que je me suis mis à penser que les rumeurs que j'entendais d'Yvon Michel qui pourrait prêter sa licence faisaient du sens. Parce que je me dis, s'il n'y a plus d'entente canadienne avec United, il faut en faire une autre pour pouvoir faire boxer les Canadiens au Canada. Et qui de mieux qu'Yvon Michel pour prêter sa licence? Donc, moi, c'est juste la spéculation, mais c'est comme ça que j'ai vu les choses. Or, il faut comprendre ici que si Sarah Bailey a convaincu Evelyne Bermudez de venir, en tout cas United, ça veut dire qu'ils ont probablement été bidés pas mal plus haut que MVP pour le même type de combat. Parce que, faites-nous pas à croire, on se parlait qu'ils sont en train de se bâtir des écuries là, par catégorie de poids, MVP. C'est sûr qu'une fille à 2 titres, eux qui ont déjà Yokasta Vaillé, qui ont déjà Jessica Neri-Plata, il y a un paquet d'autres filles à 108 livres, ils sont intéressés à Evelyne Bermudez. Là, on ne se comptera pas d'histoire. Comme ils sont intéressés à Kim Clavel, c'est pour ça que moi, ça fait des mois que je fais ce chemin-là dans ma tête. Mais MVP n'a pas réussi à convaincre OR Promotion d'emmener Evelyne dans leur clan. C'est vraiment United qui est allé chercher le combat. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un petit promoteur. Donc, est-ce que c'est possible de gagner sur MVP dans ce genre d'affaires-là?
Probablement. Ça veut dire qu'MVP n'offre pas toujours des grosses bourses. Non, mais tu peux gagner des petites manches par-ci, par-là. Des petites manches par-ci, par-là. Il faut comprendre qu'MVP signe plein de gens, mais il ne signe pas des gens à gros salaire tout le temps et avec des contrats à long terme tout le temps. On en reparlera. Mais je voulais juste dire que j'ai très hâte à ce combat-là. C'est un combat, à mon avis, qui va être serré parce que Sarah Bailey a eu amplement le temps d'étudier Evelyne Bermudez, le combat contre Kim, le combat contre Yuka Stavalle et d'autres combats. Et selon moi, elle est très intelligente. Son coin est hyper intelligent aussi. Ils ont une stratégie pour Evelyne Bermudez. J'ai hâte de voir si ça va être plus fructifiant que la stratégie que Kim avait. J'ai très hâte. Voilà. Que penses-tu de ce sujet? Ça m'a fait rire parce que j'ai encore des vieux réflexes de parieur, même si je ne gâche pas. Puis ils mettent tout le temps Serrano favorite, gros comme le bras, puis Taylor finit toujours par gagner. On dirait que tout le monde pense que Taylor va vieillir, puis elle ne vieillit pas. Puis c'est un peu étrange, mais pour vrai, j'en prendrais un 4e combat, je pense. Il y a des gens qui m'ont... Je voyais ça passer, combat plate, c'est de la merde, nanana. Puis moi, je regardais ce combat-là, puis moi, j'étais vraiment contente de voir Cathy Taylor et Serrano boxer autrement que de se rentrer dedans et de boxer à l'intérieur. J'étais contente parce que je me suis dit, Cathy Taylor, qui a joué 2 fois le jeu d'Amanda Serrano, a décidé de jouer son propre jeu cette fois-là. Puis même Amanda Serrano s'était préparée autrement. Sauf que ça, c'est une grave erreur. Amanda Serrano est bonne à l'intérieur. Elle est excellente à l'intérieur. Mais en termes, si tu boxes plus technique, avec une plus grande distance, elle est désavantagée face à une Cathy Taylor qui a je ne sais pas combien de combats en amateur où elle n'a pratiquement pas perdu. C'est vraiment le style qui était sa force chez les amateurs. Elle maîtrise le style de la distance, le style du in et out, le style... Elle maîtrise ça parfaitement. Le timing, comment timer quelqu'un à distance, là, Cathy Taylor, elle sait quoi faire avec ça. Après le premier round, Cathy Taylor avait déjà timé Amanda Serrano. C'est là que le coin, quand on parlait des coins tantôt, là, le coin d'Amanda Serrano a été vraiment pas bon. Mais Marie, n'oublie pas que lors d'une trilogie, il y a une expression qui est souvent rappelée, la boxeuse technique commence au 21e round. C'est ça. Tu viens de l'inventer. Je t'ai arrêté pour ça, genre. Tu viens de l'inventer. Non, mais on va souvent dire ça, que lors d'un combat revanche, le boxeur technique, il est avantagé par le bagage du premier combat. Tu sais, les gens voulaient voir du sang puis du rentre dedans. Je comprends, c'est le fun à voir, tu sais. Les combats 1, combat 2, c'était sexy à regarder. On s'entend-tu? C'est de Marie, la en même temps, la bagarre du combat 2, pendant que les gens attendaient Tyson contre Paul, a amené beaucoup de yeux sur la boxe féminine. Exact. Mais moi, j'ai trouvé que ce combat-là de Cathy Taylor, j'ai trouvé Cathy Taylor brillante dans ce combat-là. La façon dont elle a timé, qu'elle a géré sa distance. Moi, j'ai pratiquement donné aucun round à Amanda Serrano là-dedans. J'ai de la misère à y en donner 2, je te jure. Puis j'étais généreuse. J'en ai donné 2. Puis il y a un des 2 rounds que je pense que c'était par pitié que j'y ai donné, honnêtement, parce qu'il était serré. Puis je disais, ça se peut pas pour moi. Puis je me demandais même, avant, je me posais la question pendant que je faisais ma carte. Je dis, coudonc, c'est-tu moi qui ai perdu à touch? Je donne toutes les rounds à Taylor. J'ai dit, ça se peut pas. C'est-tu moi qui analyse pas bien le combat? J'en revenais juste pas de ce que je voyais. J'ai trouvé que le coin de Serrano, le coin de Serrano aurait dû lui dire, va faire ce que tu fais le mieux, là, c'est assez, là, laisse-la pas. Tu sais, il aurait dû la réajuster en cours de combat, ils ne l'ont pas fait. Ils ont insinué qu'elle menait pas pantoute. Il lui disait, je pense, en milieu de combat, attention, garde la distance pour éviter le coup de tête. Tu es en combat pour Undisputed, tu es en combat pour. Tu sais, tu es en trilogie, tu gagnes des gros salaires. Si tu lui as dit qu'elle menait, le coup de tête va l'amener à la décision technique. Tu sais, honnêtement, j'ai trouvé le coin vraiment, vraiment, OK, je vais le dire, à chier. C'est vraiment comme ça, je l'ai trouvé, le coin de pour les gens en anglais, comment on va traduire ça? Là? Bon, full of shit. Full of shit. Dis même, Non, mais écoute, c'était à ce point-là mauvais dans le coin de Serrano. À ce point-là. Puis Taylor, à l'inverse, son coin
vraiment organisée, vraiment focus. Elle a donné une leçon de boxe. C'est là qu'elle a montré comment elle était supérieure. Quand tu gagnes des combats serrés à jouer la game de Serrano, mais tu ne gagnes pas des combats serrés à jouer ta game. Mais moi, je suis encore fâché parce qu'on ne veut tellement pas donner à Claressa Shields qu'est-ce qui lui revient. Elle gagne des unifications, une main attachée dans le dos. Taylor a besoin de 3 combats pour régler le dossier d'une fille qui vient de 3 catégories en dessous. Puis là, il y a encore du monde que j'haïs parce que je trouve qu'ils n'ont pas de sens. Là, qui nous disent Cathy Taylor, c'est la meilleure. Mais voyons aussi. Et Claressa Shields est tout seul. C'est un extraterrestre qui passe une fois par 100 ans. Moi, je continue de penser que Claressa Shields est numéro 1. C'est la GOAT. Mais je peux comprendre les gens qui valorisent Cathy Taylor. Mettons qu'il y a 2 filles qui sont très fortes en boxe. C'est Cathy Taylor et Claressa Shields. Mettez celle que vous voulez en premier. Moi, je continue de penser que c'est Shields qui est numéro 1 parce que Shields est trop forte. Il y en a qui vont. Mais j'entends tout le temps l'argument, il n'y a personne dans ces catégories. Oui, mais ça ne change rien. S'il y avait 1000 films, c'est pro contre Franken Crudezern. Tu ne verras plus jamais ça. C'est des filles qui doquent personne. Autant Cathy Taylor que Claressa Shields. Claressa Shields, parlons-en. Shields, elle n'a pas eu besoin 4 fois que les juges donnent un combat serré. Là. Elle a détruit la compétition. C'est ça. Elle est tellement rapide. Hein? Je ne sais pas comment tu as trouvé Claressa Shields face à Lanny Daniels. C'était spécial comme combat. C'est la seule fille qui monte de catégorie de poids et devient de plus en plus rapide. Oui. T'as-tu trouvé Lanny Daniels? Lanny Daniels avait une bonne stratégie. Les 4 premiers rounds, moi, j'ai trouvé, ça m'a déçu, j'ai trouvé qu'elle avait sacrifié comme 3-4 rounds au début à courir et à ne pas lancer. Mais tu es en combat pour Undisputed. Tu ne peux pas te permettre de ne pas lancer. Au moins, il faut tenter ta chance. Ouais, mais tu sais, affrontes un extraterrestre. Fait que tu te dis que tu n'as aucune chance de gagner. Tu veux faire des rondes. Tu dis que ta valeur va être améliorée. Ta valeur, tu vas avoir une valeur ajoutée d'être resté debout, je ne sais pas. Tu n'as jamais aucune chance de gagner en boxe. Un Lucky Punch, ça peut arriver. Là. Même si Lanny Daniels n'est pas une fille, elle fait des Lucky Punch. Est-ce que Lanny Daniels est encore sous contrat? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Selon moi, elle est encore sous contrat chez Salita. Mais ça ne doit pas être un deal à long terme. Elle a peut-être 1 ou 2 autres combats. Non, c'est le fameux 1+1 une fois que. Mais eux aussi, ils pourraient faire, tu sais, Salita pourrait faire un tournoi, là, mettons, à 175 livres. Ils viennent de signer chez Kenny Ali. Ils ont Lanny Daniels, ils ont Franken Crudezern. Claressa Shields, elle peut s'en aller, mais elle s'en ira peut-être pas au complet. Tu sais, on ne sait pas ce qu'elle mais le monde, là, qui pense que Leila Ali peut s'entraîner 12 semaines, puis tenir 20 secondes contre Claressa Shields, sont mêlés. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse moi non plus, mais c'est pas un nom de famille qui fait que tu peux battre Claressa Shields. J'en reviens pas. C'est une autre génération, Leila Ali. Je pense que son temps est fait. Laissez-la à la retraite, on va mieux s'emporter. C'est pas que je l'aime pas comme boxeuse, au contraire, c'était une grande boxeuse pour son époque, mais on peut l'âge, l'expérience amateur. Claressa Shields a immensément plus d'expérience que Leila Ali. Puis c'est pas. Pourquoi mettre Claressa Shields face à une fille de 47 ans? Moi, Marie, je vais te faire une prédiction. Je suis tanné de retourner en rond. Là. Claressa Shields est intouchable. Mais comme à la lutte, il faut tout le temps créer un nouveau personnage pour espérer qu'il peut se rendre. Tu sais, comme on a fait avec Savannah Marshall, comme on a voulu faire avec Shada Chagrin avant qu'elle perde contre justement Franken Crudezern, si ma mémoire est bonne. La prochaine qu'on va créer, je ne sais pas si ça va marcher à la fin, mais c'est Tamara Thibault, notre Québécoise. On va la laisser gagner tous les titres, ils vont payer, puis là, au final, ça va être pour Tamara Thibault le boss de la fin. Ça va être la même chose que Vanessa Lepage puis Marie-Ève Ducœur. Ce sera Claressa Shields en espérant qu'elle fasse mieux ou qu'elle nous surprenne et qu'elle gagne. Tu sais, les gens sont là, mon Dieu, mais tu sais, ils ont le même âge à peu près que Claressa Shields puis Tamara Thibault. Il y a peut-être 2 ans de différence. Là. Ah, mais là, non, mais ils vont créer ça. Là, il faut créer tout le temps le prochain.
Ça va être la prochaine. Clarissa Shields n'est plus sous contrat avec Salita. Elle l'a annoncé à la fin de son combat. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se rebattra plus chez Salita, by the way. C'est juste qu'elle veut explorer différentes avenues. C'est quoi les avenues potentielles? On sait que Turquie, elle a le chic, est intéressée à Clarissa Shields. C'est probablement la seule femme qui l'intéresse dans le monde de la boxe. On va le dire de même. Il est très poli puis il s'intéresse à elle. Est-ce que pourquoi il ne met pas contre Shada Green maintenant qu'elle a gagné? Ben, ça, c'est chez MVP. Est-ce que il y a des frictions? Turquie, elle jette ce qu'il veut, ça. Mais c'est ça. Elle va explorer. C'est quoi qui est potentiellement possible à court terme pour Clarissa Shields? Ben, le combat contre Shada Green, c'en est un d'intéressant. Chez MVP, ils ont Shada Green, ils ont Savannah Marshall. Ouais, ils ont Desiree Robinson à 160 livres. Ouais. Ils ont Tamara Thibault à long terme, là, pas à court terme. Tu sais, est-ce que Clarissa pourrait mettre son ego de côté, puis appeler Jake Paul, puis Nakisa Bidarian, puis dire « Hey, on s'entend pas bien, mais on peut-tu travailler ensemble? » Est-ce que ça serait un contrat à long terme ou un deal de 3 combats, ou est-ce que ça serait une copromotion avec Salita? On le sait pas. Mais il y a des opportunités chez MVP. Il y en a chez Turquie à l'Al-Chic. Il y en a aussi par elle-même, parce que Clarissa Shields a sa propre promotion, T-Rex. Pourquoi elle ne ferait pas comme Canelo, puis elle deviendrait un cœur à prendre pour 1 combat, 2 combats par-ci, 3 combats, si ça lui donne la flexibilité et des meilleures bourses. Ça, c'est ton expression préférée, un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre. Écoute, mais tu sais, Clarissa Shields, moi, ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est que Salita avait signé Franchon Cruz de Zern dans le but de faire le rematch Shields de Zern pour les titres à Cruz de Zern à 160. Pourquoi pas? Mais comme présentement, il ne parle que de Leila Ali, / qu'elle s'en aille ailleurs, Cruz de Zern n'est pas contente. Elle est fâchée. Elle a l'impression de s'être fait flouer, qu'elle a signé chez Salita et qu'on ne lui donnera pas son money fight contre Clarissa Shields. Mais elle est tellement fâchée qu'elle a de la broue dans le toupette. Elle est fâchée. Fait que là, elle n'est pas fâchée pour éclater, mais mettons qu'on la sent très amère face à cette situation-là de Clarissa Shields. Parce que quand on la fait venir chez Salita, on lui dit « Viens, fille, tu pourrais affronter Shields. Un rematch, ça nous tente de l'organiser. Puis ça peut être un bon montant d'argent. » Elle va dire « Oh yes, je suis en fin de carrière. » Elle est en fin de carrière, elle. Là. Il reste 1 an de boxe à peu près, 1 an et demi de boxe. Elle va avoir 40, elle a 38 ans, si je ne me trompe pas. Tu sais? Puis ça ne se fait pas parce qu'on dit qu'on va offrir 15 millions à Leila Ali pour affronter Shields, finalement. Puis que Shields, finalement, n'est plus ce contrat, puis elle s'en va, elle ne veut pas renouveler tout de suite, elle veut attendre avant de voir sa renouvelle. Tu sais, c'est ça. Que veut Shields? Je ne sais pas, mais clairement, elle veut des gros combats puis de la grosse argent. C'est ça qu'elle veut, Shields. Marie, tu dois-tu organiser une rafale de fin de podcast? Ben, on va y aller vite. J'ai 2 petits points qui restent. La chronique à Jake Paul, ma nouvelle chronique, Laurent. Parce qu'on va parler de Jake Paul tout le temps à cette heure. Il a signé toute la planète. Il signe beaucoup de monde. Je veux amener quelques points vite. Je voulais parler d'Elise Cottenay qui a été découverte par le monde entier sur la carte Taylor Serrano. Mais Marie, as-tu écouté les chroniques au 98.5? Il y a Kim Clavel qui a parlé du gala après, puis qui a comme fait toute la nomenclature. Et Kim, elle la connaissait déjà, mais elle nous a fait l'éloge d'Elise Cottenay. Kim et moi, là, pendant ce gala-là, on chattait ensemble. OK? Elle m'a envoyé des messages entre les combats, puis moi aussi, puis on chattait d'Elise Cottenay, puis on la trouvait donc bonne puis parfaite dans ce combat-là. Elle était impeccable, puis Sam Descaries, lui aussi, de son côté, a reçu plein de gens qui lui ont écrit pour dire « Hey, c'est qui cette fille-là, Elise Cottenay? » Puis il y a plein de gens qui se sont fait questionner. Ils ont découvert l'existence de cette fille-là. Moi, je la connaissais bien. Tu sais que j'en parle souvent d'Elise Cottenay, mais elle est beaucoup plus connue en Angleterre qu'à l'extérieur. Puis la visibilité de Netflix a amené un spotlight sur elle. Cette fille-là va devenir une star chez MVP. Elle est déjà un peu devenue une star. Là où ce que je veux aller avec ça, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup de stars signées chez MVP, puis dans le futur, ça va peut-être faire des frictions. De la bisbille, Laurent. Parce que si tout le monde veut le même argent, puis veut la finale, ça va commencer à être difficile. Tu sais,
est-ce qu'il pourrait, tu comprends qu'il y a des Chantel Cameron, des Liz Cotney, ça a déjà eu des frictions l'une l'autre chez Matchroom, ils ne pouvaient pas être sur la même carte, là. Là, ils étaient sur la même carte cette fois-là, mais aucune des deux était en carte principale. C'est Baumgartner, là, est en dessous de Taylor Serrano, mais elle va vouloir être en haut, puis elle n'a pas tant performé contre Miranda. Fait que, tu penses qu'il y a un gros spot de lumière, puis là, tout le monde va le vouloir en dessous? Ouais, puis je vais te dire pourquoi c'est mais comme ça. À partir du moment, mais mettons, là, moi, je me lance. Mettons, là, moi, je suis une boxeuse qui faisait des finales. Là, je m'en vais chez Jake Paul, je fais des quarts de finale. Si tu me payes plus cher que l'autre finale que je faisais, ça ne me dérange pas. Oui, mais si tu me payes moins cher que quelqu'un que tu penses, que quelqu'un d'autre, puis toi, tu penses que tu vaux mieux qu'elle, la guerre va pogner. Ah, c'est ça, là. Faut pas oublier une chose. Chez les femmes, c'est pas comme chez les hommes. Chez les hommes, des cartes, il y en a plein. OK? Il y en a toujours beaucoup, à profusion, toute l'année. Toutes les fins de semaine, il y a des cartes. Les gros promoteurs font des cartes. Les gars ont l'opportunité d'avoir un spotlight une fois par année quand tu es une grosse vedette, un Ryan Garcia par-ci, un Gervonta Davis, un Usyk, peu importe. Ils finissent tout le temps par avoir ce qu'ils veulent, par avoir 3 cartes la même soirée, puis c'est des gars qui font qui ont le spotlight. Okay? Chez les femmes, c'est tout le monde, toutes les meilleures ou presque qui sont signées chez Jake Paul. Lui, il va faire rien qu'une carte dans sa soirée, dans son mois. Puis ça se peut qu'il y ait de la chicane, je vous le dis. Puis chez les femmes, on est payé moins cher que chez les gars, pareil, même si on est mieux payé chez Jake Paul tout d'un coup. Il faut faire attention, Jake Paul ne paye pas tout le monde égal. C'est pas tout le monde qui est millionnaire chez Jake Paul puis qui gagne dans les 6 chiffres. Mais Marie, il donne 250 000 $, mettons, au KO de la soirée. Mais moi, j'ai vraiment pensé que Tam allait gagner le 250 000. Le combat de la soirée, j'étais d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'ai pas trouvé que le combat de Shadowsia Green et de Savannah Marshall était le combat de la soirée. Ah non, je pensais que Tam partait avec l'argent. Tam ou Elise Cotney, c'était les deux qui, selon moi, étaient number one dans la hiérarchie. Mais qui vote pour ça? On le sait pas trop. Ah, c'était moi. Ah ouais, c'est toi qui as voté, puis tu as voté pour Shadowsia Green. Moi, me semble. Oui, je me suis mêlé dans mes... Donc, moi, je demande à voir. Là, présentement, là, la guerre, tout le monde veut se faire signer chez MVP. Peut-être un peu chez Salita, mais chez MVP, tu l'as dit beaucoup. Si tu te mets en rogne, le promoteur, ça se peut-tu que tu aies de la misère à te trouver un spot si on se départit de ton contrat après? La réponse est oui. Quand il y a juste un promoteur qui a tout le monde, il faut que tu marches droite avec le promoteur. Ça se peut qu'il y a de la c'est un peu comme, moi te faire rire, mais c'est un peu comme au Québec à une certaine époque. Il y a un boxeur qui s'est chicané avec les deux. Après ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Exactement. Quand tu te mets à dos quelqu'un, donc il va falloir être fin avec le promoteur. Puis, c'est pas toujours facile quand il y a de la compétition. Puis là, on l'a dit, ils ont signé plein de filles dans les mêmes catégories de poids. Juste à 118 livres, là, ils ont 7 filles de signées, puis c'est toutes des vedettes. Donc, moi, je présume qu'on va avoir en début d'année prochaine un tournoi à 118 livres. Mais au poids, Kim, il commence à avoir de la vedette. Ouais, le 105-108 livres. Le 105-108 livres ensemble, il y a beaucoup de gens. Puis le 118 livres. C'est là que je vois qu'il y a le plus de gens, de plus ça de devient complexe. Ça devient complexe, mais à une certaine façon, là, tu prends le pari de, tu sais, peut-être, il y a l'argent, il y a le spotlight, mais il y a aussi une époque où Luciane Boutet n'était pas avec Showtime, là, mais il n'a pas eu accès aux grands combats. C'est un peu comme si la boxe féminine commençait tranquillement à vivre, du moins si je me trompe, mais les mêmes enjeux que la boxe masculine. Nous, on avait des réseaux de télévision un bout avec HBO, Showtime. Là, vous les femmes, vous êtes rendus avec Salita, Jake Paul. Tu sais, est-ce qu'il va se créer le même clivage avec les années? Hein? Tu sais, moi, les tournois, j'aime ça, mais, puis je vais dire un mais qui est important, il ne faut pas que les titres soient monopolisés, il faut que les défenses obligatoires se fassent. Au travers des tournois? Ben, je parle... Ton tournoi va durer 14 ans, genre? Mais est-ce que c'est exactement ça le problème? C'est beau de vouloir faire un tournoi, mais si, par exemple, je donnais 118 livres, Shernica Johnson a tous les titres. Amanda Galley en a un, le IBO. Les deux sont signés. Okay? Donc, ça veut dire que les 6 titres, incluant le Ring Magazine, sont chez Jake Paul.
ces associations-là, ils ont des mandatoires qui sont des aspirantes obligatoires qui ne sont pas nécessairement signés chez Jake Paul. S'ils se font un tournoi, tous les titres sont en jeu, là, puis le nanan final, c'est d'affronter Cherneka, il va falloir qu'il la défende en attendant. C'est ça qui est important. Parce que sinon, on va vivre. Attends, ils peuvent payer des step aside à tout le monde. Ben oui, mais c'est ça. Il va falloir qu'ils donnent de la bonne argent parce que ça peut être long. Un tournoi, ça peut être long, là. C'est pas tout le monde qui s'affronte. Il faudrait que je fouille dans mes souvenirs sur comment le Super 6 avait fait pour faire un. Puis même la WSS, là, il avait fait pour faire des tournois avec malgré les aspirants numéro 1 puis tout. Là. La WSS, ça avait bien fonctionné, je pense, chez les Cruiserweight. Il faudrait regarder un peu plus. Je pense que Ziz et Maris Bridis étaient comme mandatoires l'un l'autre ou quelque chose comme puis ça. Ils ont mis en partant. Puis... C'est ça, ils ont fait une unification, dans le fond. Ils ont utilisé le tournoi pour faire une unification ou quelque chose comme ça. Mais là, ça ne peut pas s'appliquer vu que tous les titres sont dans les mêmes mains. C'est déjà, il n'y a pas d'unification potentielle. Donc, moi j'envoie ça dans l'univers. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou si c'est voué à l'échec. Il y a beaucoup de gens chez MVP qui sont signés. Ils pensent qu'ils sont des côtés A, mais ils sont signés en côté B, avec des ententes de 3 combats. Donc, j'ai hâte de voir dans 2 ans ou dans 1 an si tous ces gens-là sont encore chez MVP. Je ne crois pas. C'est mon best guess. La chicane va prendre, selon Marie-Ève Albert. J'ai une chronique chiolage pour finir. Il y a 3 combats qui m'ont dérangé au niveau des cartes douteuses. On a parlé un peu de Jessica Camara. C'est pas que la carte était douteuse, c'est que c'était un peu exagéré du côté de Chantel Cameron. Donc, je ne l'ai pas mis dans cette liste. Mais il y a 3 combats dernièrement dans le mois. 2 qui étaient sur la carte de Taylor Serrano, puis une sur la carte de Shields Daniel que je n'ai pas aimé. Mettons, on va commencer par la carte de Salita. Victoire Pitot contre Samantha Worthington. Combat WBA intérimaire des 140 livres. On a un majority decision 95-95 qui est donné par Pasquale Procopio, by the way, le juge québécois. 96-94 pour Worthington. Je suis tout à fait d'accord jusque-là. Il n'y a pas de problème. 99-91 pour Worthington de l'autre bord. Pouette. Je ne sais pas comment on peut envisager une affaire de même sur un combat de championnat, mais ça me fait penser à Céleste Alanis contre Marlène Esparza. C'était exactement les mêmes résultats. Sauf que Marie, je vais y aller positive. Je vais y aller positivement. Là. Quelle performance, par exemple, de Victoire Pitot qui a seulement 26 ans puis qui fait du haut niveau comme ça contre Worthington. Elle, je veux dire, marche la tête haute puis retourne travailler au gymnase parce que tu es voué à tout un avenir. Victoire Pitot s'est fait découvrir sur cette carte-là. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi sa progression. C'est une fille, Victoire Pitot, qui a déjà eu des combats serrés. Elle avait déjà affronté Magali Rodriguez. Ça s'était perdu au dernier round. Après ça, elle avait essayé de faire un cycle olympique, mais elle avait eu un accident automobile puis ça ne s'est pas pu se faire. Bref, Marie-Pierre Houle est allée s'entraîner avec elle, faire du sparring une semaine, juste avant son voyage aux États-Unis. Tu sais que Marie-Pierre Houle, elle m'a dit le 95-95, là. Ça, c'est à cause des petits trucs que j'ai donnés. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, je trouve ça dommage qu'un juge casse le parti. Mais j'ai pas de problème qu'on le donne à Worthington en combat. C'est un combat serré, on est d'accord? C'était quelque chose qui pouvait aller 96-94 des deux bords ou 95-95. Moi, je trouve qu'on manque de crédibilité, surtout que la juge qui a donné ce pointage-là, Laurent, s'est déjà fait prendre pour tricherie. Trichage en 2021. Mais oui. Es-tu sérieuse? Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article cette semaine et c'est ça, elle a été suspendue, cette personne. Fait que ça fait très mal. Quand Roy Jones s'est fait voler sa médaille d'or olympique là, en Corée, là, j'avais étudié tout ce dossier-là. Les juges s'étaient fait payer 300$. Ça n'avait aucun sens. T'sais, moi, mettons que j'étais juge, là, je serais prête à être corrompu, mais il faudrait que tu me remplisses de plusieurs millions de dollars. Il y en a qui se vendent pour pas grand-chose. Mais la plupart des juges sont corrects. Il faut faire attention. Quand je parle des combats aux cartes douteuses, parce qu'il y en a 3 qui ont vraiment... Ah non, mais ici, Marie, on ne parle pas de corruption, là, on parle d'incompétence. On parle d'incompétence. On n'a jamais accusé personne de corruption. C'est juste que si tu as 95-95, 96-94... Comment quelqu'un peut avoir 99-91, tu sais? Moi, j'ai vu le combat, puis je me rappelle d'avoir dit... je pense qu'on écoutait le combat, j'étais avec un ami,
Puis j'ai dit, ça risque d'être 7-3, tu sais, c'est genre des classiques. 7-3, là, c'est acceptable. Personne ne parle si c'est 97-93 Worthington. Mais 99-91, c'est poussé par les cheveux. C'est quoi les deux autres, là? Je suis curieux parce que j'ai tout écouté récemment. Ramla Ali contre Lila Furtado sur la carte. Le monde n'était pas content. Moi, j'étais sur Twitter en même temps, puis c'est ma nouvelle façon d'écouter les combats. Je vais chercher le hashtag, puis là, tu sais, je vais chercher de l'info en même temps. Les gens étaient en colère, puis les gens, ils comprennent pas le buzz, puis pourquoi on protège Ramla Ali. Ramla Ali, ce n'est plus la saveur du mois du public. Ramla Ali n'a pas gagné ce combat-là contre Lila Furtado et c'était même pas serré à mon avis. Lila Furtado s'est fait voler. Puis là, je vais le dire le mot voler ici. C'est un vol flagrant, OK? Et même l'entourage de Ramla Ali, ses amis que je connais, n'avaient pas Ramla Ali gagnante. J'ai chatté avec du monde, moi. Puis il n'y avait pas Ramla Ali gagnante. Tu es en train de devenir un bust, Ramla Ali, parce qu'on l'avait amené pro comme avec beaucoup d'espoir, puis elle livre pas. Là. Ramla Ali, ils l'ont amené pro avec beaucoup d'espoir, mais c'est pas un talent. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas du même calibre que Nelly Scotney, par exemple, dans la même catégorie de poids. Tu sais, c'est pas le même background. Mais est-ce que c'est la promo qui c'est la promo qui est venue changer les affaires, tu sais, la Somalienne, mannequin, Anthony Joshua derrière. C'est que Ramla Ali, il aurait fallu bâtir sa carrière en conséquence de son niveau. Et on l'a poussé trop vite dans la gueule du loup contre des filles qui n'étaient pas rendues à affronter les Guzman de ce monde, n'étaient pas rendues à affronter les Mercado. Puis clairement, Lila Furtado était préparée pour Ramla Ali, puis ça a paru. Moi, j'ai aimé la boxe de la brésilienne. Béatrice Ferreira, que je connais, qui connaît Lila Furtado, qui est une autre, elle m'écrivait en privé, puis elle me disait, là, mon Dieu, mais je ne comprends plus rien de la vie. C'est ça qu'elle me disait, Béatrice Ferreira. Elle ne comprenait plus rien. Là, je suis désillusionnée de la vie. C'est aussi pire que ça. Imagine quand elle va être rendue à 43 ans comme nous autres. Dernier combat où il y a eu de la controverse, Laurent, c'est Alicia Baumgartner contre Jennifer Miranda. Les gens, beaucoup de gens, la plupart des gens ont vu Miranda gagnante. J'avais Miranda gagnante. C'était pas large, mais j'avais Miranda gagnante. Et beaucoup de gens ont vu ça. Même, on m'a dit que dans l'entourage d'Alicia Baumgartner, c'était pas le party après, là. C'était pas mais froidement, avant d'écouter la carte, pour tout le monde, c'est le combat qui était le moins équilibré. Ben oui, ils ont amené Miranda comme un combat facile. Ils ont amené Miranda pour une défense optionnelle en se disant, elle va faire sa défense optionnelle, on se casse pas le B6, à Mais Marie, on n'a pas un cas classique d'une championne comme unifiée qui ne prend pas au sérieux son adversaire. J'ai trouvé qu'elle était passive, Laurent. Je ne sais pas si tu as remarqué. Elle lançait des coups de puissance au début qui ne donnaient rien. L'autre avait une bonne gestion de la distance, puis était capable de la contrer. Elle a beaucoup gaspillé d'énergie à lancer des bombes, mais c'était pas régulier, mais c'était des gros coups. Donc, gaspillé beaucoup d'oxygène là-dedans. Elle était fatiguée rapidement. Après ça, elle est devenue passive. Elle n'a presque pas lancé. Elle n'a presque pas essayé. Moi, je n'ai pas aimé cette Alicia Baumgartner passive-là. Et ça m'a dérangée. Et je te le dis, Laurent, elle est signée Miranda chez MVP. MVP lui doit une faveur. Parce qu'elle s'est fait voler. J'espère que Miranda, qui est WBA intérim des 126 livres, okay, qui est championne WBA intérim, aura un fight contre la championne régulière WBA, qui est Amanda Serrano. Parce que Serrano revient. Comme pour équilibrer les choses. Oui, ils doivent une faveur. Donne-lui son money fight, là, puis elle va prendre sa retraite après. Laissez-y avoir sa chance contre Serrano. Elle l'a mérité. À mon avis, c'est elle qui devrait être championne undisputed des 130 livres aujourd'hui. OK, il y en a qui vont me dire je l'avais Baumgartner gagnante. OK, parfait. C'est pas. OK, on n'appellera pas ça un vol, mais moi, je ne l'avais pas, puis je ne suis pas la seule. La plupart des gens ne l'avaient pas. Dans ce temps-là, tu utilises ma phrase, elle méritait un meilleur sort. Elle méritait un meilleur sort, Laurent. Donc, c'est tout pour mes sujets. On remballe.
Il y a peut-être des choses, là. Les gens vont écouter ce podcast-là, puis peut-être quand on a parlé de Kim, etc., il y a peut-être d'autres nouvelles qui vont sortir. Ils vont l'écouter, puis ils vont peut-être nous trouver passé date, parce qu'on va peut-être avoir des annonces. Un instant, les gens qui te trouvent passé date peuvent te suivre sur tes pages 120 secondes, Twitter, Facebook, X, Instagram, comme ça. Là-bas, tu n'es jamais passé date. Non, toutes les grosses nouvelles des Canadiennes sortent en temps et lieu. Ouais, alors, probablement, d'habitude, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu mets le podcast en ligne, puis là, ils savent, là, les grands bons de la boxe. 15 minutes après, ils annoncent Kim avec... tu sais, Jake Paul, il a dit, lui, il a donné tes consignes claires. On n'annonce pas tant que 120 secondes n'est pas en ligne. Surveillez 120 secondes. Bref, abonnez-vous, vous ne manquerez rien. L'esti d'Albert, elle va essayer de faire du temps sur nos nouvelles. On va sortir 15 minutes après elle. La petite clisse, comme on dit. Bon, je te souhaite un bon mois de boxe, Laurent. Je ne sais pas si septembre va être plus tranquille, je ne crois pas. Non, mais en conclusion, je veux vraiment dire que ça ne peut pas aller mieux en boxe féminine au Québec. Là. Bientôt, on va se ramasser à l'aéroport 2 semaines pour aller chercher nos championnes. Il manquerait juste un combat pour Vanessa parce que son combat est annulé. Je veux juste mentionner, c'est vraiment triste. Pourquoi Vanessa ne cognerait pas à la porte de Salita Promotion? S'ils font un tournoi à 175 livres, elle pourrait être là-dedans, elle. Allons-y, on amène moi, je t'organise ça un peu. Hein? Let's go. Marie-Ève Albert, organisatrice. À la prochaine.